Au Congo, les autorités de Brazzaville ont ouvert une enquête après la mise en cause de soldats du contingent congolais de la mission de l'ONU en Centrafrique, accusés d'agression sexuelle. Présidentielle au Bénin, les militants du parti Mouvement africain pour la démocratie et le progrès MADEP ont accordé leur soutien au candidat Sébastien Adjavon. On en parle dans cette édition. Et puis l'Australienne Jocelyn Elliott, kidnappée avec son mari mi-janvier au Burkina Faso par des djihadistes liés à Al-Qaïda, a été libérée. D'autres négociations seront menées pour libérer son mari. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Au Congo, les autorités de Brazzaville ont ouvert une enquête après la mise en cause de soldats du contingent congolais de la mission de l'ONU en Centrafrique accusés d'agression sexuelle. Cette enquête a été ouverte alors que la MINUSCA a indiqué avoir identifié 7 nouveaux cas présumés d'agression sexuelle commises par des casques bleus qui proviennent de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. Je vous propose d'écouter ici le ministre porte-parole du gouvernement de la République du Congo. Il nous parle de cette enquête. Il a été convenu, dans le cadre d'un mémorandum d'accord entre le gouvernement de la République du Congo et le secrétariat général de l'ONU, qu'une enquête administrative nationale serait diligentée et donc a été diligentée par le ministère de la Défense et les services compétents afin de vérifier la véracité des allégations et des soupçons qui font l'objet des mesures administratives prises. Et je dois ici vous confirmer notre condamnation totale, si les faits étaient avérés, de telles violations des droits humains et de telles exactions qui auraient pu être commises par des éléments du contingent congolais au sein de la MINUSCA. Le gouvernement congolais a une position très claire sur ces questions, c'est tolérance zéro pour les violations de droits de l'homme. L'Australienne Jocelyn Elliott, kidnappée avec son mari médecin mi-janvier dernier au Burkina Faso par des djihadistes liés à Al-Qaïda, a été libérée. D'après le chef de la diplomatie burkinabé, Alpha Barry, son époux Arthur Kenneth Elliott, qui a été kidnappé en même temps qu'elle, est en vie et se porte bien. D'autres négociations seront bientôt menées en vue de sa libération. Selon les autorités burkinabées, aucune rançon n'a été payée ni de conditions posées par les ravisseurs avant la libération de cet otage. Après sa libération, l'otage est arrivé sans problème au Niger où elle a été reçue par le président nigérien Mahamadou Issoufou. Je vous propose à présent de suivre un extrait des propos tenus par l'otage et le président nigérien Mahamadou Issoufou à l'issue de leur rencontre. Ces efforts ont abouti à un premier résultat. Ceux qui ont enlevé le couple ont bien voulu accepter la libération de madame qui est devant vous, qui est sur ma droite, madame Joséphine Elliott, que je félicite très chaleureusement pour sa libération, et j'espère aussi que la libération de son mari sera obtenue. Je veux remercier tous pour vos efforts. Je veux aussi remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci. Au Nigeria, personne n'a été épargné par Boko Haram, pas même les morts. À Maïdougouri, dans le nord-est du pays, où le groupe islamiste a lancé son insurrection armée il y a 7 ans, les cimetières plutôt débordés et saccagés ont dû accueillir les victimes et leurs bourreaux. Des histoires des fossoyeurs en ont à raconter, les plus grands de Maïdougouri bien sûr, et ces histoires qui font souvent un froid dans le dos. Voici les images. Même les morts ne reposaient pas en paix quand les insurgés de Boko Haram ont jailli dans la ville de Maïdougouri, au nord-est du Nigeria. Dans le plus grand cimetière de la ville, les fossoyeurs se souviennent de la première intrusion des insurgés. Ils ont attaqué la tombe d'un imam.
Nous sommes venus pour parler, mais nous ne savions pas qu'ils avaient des fusils. Nous nous sommes donc fait discrets parce que si nous avions insisté, ils nous auraient tués. Au pic des attaques à répétition et des attentats suicides perpétrés par Boko Haram, les fossoyeurs enterraient quotidiennement des dizaines, voire des centaines de corps dans des conditions sanitaires épouvantables. Mais la contre-offensive du gouvernement a ramené un semblant de paix dans cette ville éprouvée. Les cadavres des islamistes ne sont pas enterrés dans le respect des rituels de l'islam. Ils sont inhumés indifféremment dans ce vaste terrain vague. Quelques proches des victimes rendent visite aux défunts, mais le travail de forçat des fossoyeurs n'est pas reconnu. Nous travaillons du matin jusqu'à 18 h à la fermeture des portes. Nous travaillons ici et personne ne se soucie de nous, même pour nous donner quelque chose, pour acheter de la nourriture. Ça nous fait vraiment mal. L'insurrection des islamistes de Boko Haram a fait plus de 17 000 morts depuis 2009. Avec l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari, l'armée nigériane a lancé une contre-offensive avec des alliés régionaux, mais peine encore à faire face dans les villes de l'extrême nord du pays. Dans le cimetière de Maïdougouri, les morts gardent pour eux les récits des atrocités subies aux mains des insurgés. Élection présidentielle au Bénin, les militants du Parti Mouvement Africain pour la démocratie et le progrès MADEP ont confirmé leur soutien au candidat Sébastien Adjavon. C'est à la faveur d'une marche pacifique organisée par les responsables du parti et de la section plateau du Cercle des Amis de Sébastien Adjavon à Pobé, une ville située à 107 km au nord-est de Cotonou. Voici le reportage. Les rues de Pobé en effervescence. Sous l'égide des responsables du parti et de la section plateau du Cercle des Amis de Sébastien Adjavon, CASA 2016, les militants du MADEP marquent ainsi leur adhésion totale au projet de société de Sébastien Adjavon. Parti du centre-ville, la marche a échoué au stade municipal de la localité. Représentants de jeunes, de partis, de femmes et autorités locales ont tour à tour exprimé leur joie de voir à leur côté le candidat des défis et des réformes. Aujourd'hui, la population de Pobé est ravie, elle est satisfaite. Et comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président, point le besoin de vous dire de regarder autour de vous. Donc cela prouve combien la population de Pobé est mobilisée derrière vous. Le MADEP s'est retrouvé dans un embarras, car chaque projet regorge de paramètres utiles. Le MADEP étant un parti du peuple, nous avons été obligés de considérer les paramètres qui privilégient les aspirations de tous les Béninois. Il nous faut un homme capable de remédier aux maux qui minent notre pays. C'est le président Sébastien Germain Adjavon. Très ému par l'accueil chaleureux et la forte mobilisation autour de sa candidature, le candidat Sébastien Adjavon a remercié les militants du MADEP et a réitéré son engagement d'être le président de tous les Béninois. Dans les 100 premiers jours, si Dieu nous prête vie et que Dieu exauce le Bénin, nous allons redonner confiance aux chefs d'entreprise privées qui sont des créateurs d'emplois et de richesses. Nous allons œuvrer pour que l'énergie, l'électricité soit disponible. Je vous demanderai, quel que soit le moment où on vous invitera à aller prendre vos cartes d'électeurs, même si c'est de nuit, vous devez sortir pour aller retirer vos cartes d'électeurs. Les responsables du MADEP sont donc résolument engagés aux côtés du candidat Sébastien Adjavon pour une victoire certaine au soir du 28 février prochain. Ils appellent les autres formations politiques à opter pour le choix de la raison afin de sauver la démocratie béninoise et de garantir l'unité nationale.
Au Togo, libération hier de Pascal Bojona, ancien ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Il était inculpé depuis le 21 août 2014 dans une affaire d'escroquerie internationale. Il a passé 8 mois en détention à la gendarmerie nationale togolaise avant de rejoindre la prison. Plus de précisions avec Ferdinand Gadé. Après avoir passé 525 jours dans les geôles de la prison civile de Tchévié, une localité située à 35 km au nord de la capitale togolaise, Pascal Bojona, ancien ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, est libéré ce 6 février. Pascal Bojona, le premier directeur de cabinet du président Faure Gnassingbé, a été inculpé le 21 août 2014 après avoir passé 8 mois de détention à la gendarmerie nationale togolaise pour une affaire dite d'escroquerie internationale dans laquelle il a été cité comme témoin. La nouvelle de sa libération a drainé ce samedi un monde devant son domicile à Lomé. L'ami de la presse, comme certains se plaisent bien à le surnommer, Pascal Bojona, malgré ses jours passés derrière les barreaux, n'a pas voulu perdre quelques minutes avant de renouer à son habituel exercice. Devant les professionnels des médias, le désormais ancien détenu de la prison civile de Tchévié a remercié Dieu avant d'exprimer ses sentiments de gratitude envers les leaders politiques, les confessions religieuses, les magistrats et à tous ses compatriotes togolais. L'homme politique du Kouméa est désormais plus proche de sa famille. Le cargo Modern Express en détresse dans l'Atlantique depuis fin janvier a finalement été remorqué mercredi après-midi jusqu'au port de Bilbao dans le nord de l'Espagne. En attendant l'ouverture de la cale pour dévoiler son contenu, le directeur général des douanes et droits indirects du Gabon revient sur cette affaire qui a enflammé les réseaux et les médias français. Reportage de Paul Avougou Ndila. Express est dans le port de Bilbao et il est à quai, à l'abri. Le cargo armé par le sud-coréen Sido et immatriculé au Panama avait émis un signal de détresse le 26 janvier à 280 km de la pointe nord-ouest de l'Espagne avant de dériver vers les côtes françaises. Le cargo penchait dangereusement d'un côté sans que l'on connaisse exactement les causes de l'incident. L'une des théories envisagées étant que sa cargaison mal arrimée aurait fait pencher le navire, cargaison composée de bois en grumes, selon les médias français, sans avoir eu accès au manifeste de bord. Son point d'origine n'est pas le Gabon, comme s'est évertué à l'affirmer les médias français, soulignent les autorités douanières du Gabon. Le bois embarqué au niveau du port d'Ovendo, sous la supervision des douanes gabonaises, c'est du bois débité. Donc c'est du bois travaillé ayant déjà reçu une première ouvraison. Le navire de 164 mètres de long transportait 3600 tonnes de bois ayant subi une première transformation et 480 tonnes de gasoil. Les douanes gabonaises sont formelles. Le navire est parti de Guinée équatoriale pour le Havre en passant par Libreville. Le Gabon était juste une escale. Les documents de voyage présentés par la douane gabonaise ont fait foi, tout comme ceux de l'armateur qui a refusé de s'exprimer sur instruction ferme de sa direction basée en France, en raison de ses déclarations sur l'absurdité des propos des médias français sur cette affaire. Nous déplorons simplement le fait qu'il y ait eu amalgame, parce qu'il y a des éléments qui ont été tus volontairement pour on ne sait quel dessein. Et nous disons également que l'association du nom du président de la République à ce dossier qui est un dossier technique, nous ne la comprenons pas. Le Modern Express devra dorénavant être examiné pour que soit déterminé son état et les causes du sinistre. Mieux, le contenu de la cale devra absolument faire l'objet d'une publication dans les mêmes canaux de communication utilisés par la France pour salir l'honorabilité d'un chef d'État en fonction. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.